Imaginez, d'un côté, le froufrou des robes de soie et le cristal qui teinte dans un salon impérial à Saint-Pétersbourg. De l'autre, la boue glacée, le brouillard et le chaos d'un champ de bataille où des empires s'affrontent. Entre les deux, une question qui nous hante tous, à travers les âges. Notre vie a-t-elle un sens quand le monde autour de nous semble sombrer dans la folie? C'est le cœur battant, le souffle immense du chef-d'œuvre de Léon Tolstoï, Guerre et paix. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement résumer un livre, nous allons tenter d'explorer un univers. Guerre et paix, rien que le nom peut sembler intimidant. Plus de 1500 pages, 500 personnages, c'est un monument. Mais n'ayez crainte, son auteur, le comte Léon Tolstoï, n'était pas qu'un romancier, c'était un penseur radical, un aristocrate tourmenté qui a osé remettre en question l'histoire avec un grand H. Il voulait nous montrer que la vie véritable, celle qui palpite et qui compte, se niche souvent ailleurs, loin des livres d'histoire. Alors oubliez les listes de personnages et les chronologies complexes. Pendant les prochaines minutes, nous allons suivre le destin de 3 âmes inoubliables, 3 jeunes gens jetés dans la tourmente des guerres napoléoniennes. Leur quête de bonheur, d'amour et de vérité va nous servir de boussole pour comprendre les idées révolutionnaires de Tolstoï. Préparez-vous à voir l'histoire comme vous ne l'avez jamais entendue. Notre voyage commence en 1805. La Russie vit une paix fragile, mais l'ombre de Napoléon Bonaparte plane déjà sur toute l'Europe. Et c'est dans les salons opulents de Saint-Pétersbourg, où l'on parle français mieux que le russe, que tout se joue. On y débat de politique, on y arrange des mariages, et surtout, on y cultive les apparences. C'est ici que nous rencontrons nos 3 guides. D'abord, le prince André Bolkonsky. Il a tout pour être heureux. Il est jeune, intelligent, riche, influent. Mais il est rongé par un ennui profond, un sentiment de futilité. Il est marié à une femme charmante qu'il ne parvient pas à aimer, et il méprise la superficialité de son monde. Pour lui, la guerre qui s'annonce n'est pas une tragédie. C'est une porte de sortie. Il rêve de gloire, d'une destinée héroïque. Il veut son Toulon, son moment de génie, comme Napoléon qu'il admire secrètement. Pour André, la vraie vie est là-bas, sur le champ de bataille, loin de ce théâtre mondain. À l'exact opposé, il y a la jeune comtesse Natacha Rostova. Elle n'a que 13 ans au début du livre, et elle est une pure incarnation de la vie, une boule d'énergie, de joie, d'émotions brutes. Elle ne pense ni à la gloire, ni à la politique. Elle pense à son premier bal, à la sensation d'une danse, à la magie d'un regard. Natacha est la vie, dans ce qu'elle a de plus instinctif, de plus spontané. Elle est cette force vitale que Tolstoï place au-dessus de tout. Et enfin, il y a celui qui est peut-être le plus proche de nous, Pierre Bezoukov, grand, maladroit, un peu perdu. Il est le fils illégitime d'un des hommes les plus riches de l'Empire russe, et il n'a jamais vraiment trouvé sa place. Quand son père meurt subitement, il hérite d'une fortune inimaginable. Du jour au lendemain, cet idéaliste un peu naïf devient l'un des hommes les plus convoités du pays. Mais cette richesse ne fait qu'approfondir son malaise. Pierre est un chercheur. Il se pose sans cesse la question fondamentale: que dois-je faire de ma vie? Comment être un homme bon? Contrairement à André, qui cherche une réponse dans l'action héroïque, Pierre, lui, la cherche dans les idées, dans la philosophie, dans les livres. Il est le cœur moral et intellectuel du roman. Ces 3 destins, pour l'instant parallèles, sont sur le point d'être saisis, broyés et remodelés par la grande roue de l'histoire. La guerre éclate.
André Bolkonsky est enfin là où il voulait être, sur le front. Aide de camp du général en chef, au cœur de la bataille d'Austerlitz, la bataille des 3 empereurs. Il galope au milieu des tirs, il porte des ordres, il sent l'adrénaline de l'histoire en marche. Mais la réalité est bien loin de ses rêves de gloire. Ce n'est pas un échiquier où le génie triomphe, c'est un chaos assourdissant, un brouillard où personne ne comprend rien. Une boucherie absurde et terrifiante. Au cœur de la mêlée, André saisit un drapeau pour rallier les troupes. C'est son moment. Et puis, il est touché. Il tombe. Et là, allongé sur le dos, au milieu des morts et des mourants, il cesse de voir la bataille. Il voit le ciel. Un ciel infini, profond, silencieux, avec quelques nuages qui glissent paisiblement. Et face à cette immensité écrasante de beauté et d'indifférence, tout le reste devient dérisoire. Napoléon lui-même, qui passe à cheval près de lui, lui paraît soudain n'être qu'un homme minuscule, agité et cruel. Sa quête de gloire s'effondre. La guerre ne l'a pas élevé, elle l'a brisé, pour lui permettre, peut-être, de se reconstruire sur des bases plus vraies. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres du front, Pierre Bezoukov mène ses propres combats. Des combats intérieurs, tout aussi violents. Naïf et manipulé, il a épousé la sublime mais froide et calculatrice Hélène Kouragina. Son mariage est un désastre. Un piège doré qui l'emprisonne dans un monde de mensonges et de superficialité. Désespéré, cherchant un guide moral, il se jette à corps perdu dans la franc-maçonnerie. Il espère y trouver une fraternité, des règles, un chemin pour devenir un homme meilleur et utiliser sa fortune pour le bien de l'humanité. Tolstoï nous montre ici, avec une force incroyable, que la guerre n'est pas seulement sur le champ de bataille, elle se joue dans un mariage sans amour. Elle se joue dans nos dilemmes moraux, dans la lutte désespérée pour ne pas se perdre soi-même. Et la paix, ce n'est donc pas simplement l'absence de conflit armé, c'est un état d'harmonie intérieure, un accord avec soi-même, qui est bien plus rare et bien plus difficile à atteindre. Nous arrivons maintenant en 1812, le cœur nucléaire du roman. Napoléon, au sommet de sa puissance, a rassemblé la plus grande armée que l'Europe ait jamais connue, la Grande Armée, et il marche sur la Russie. Cette fois, ce n'est plus une guerre lointaine et abstraite, c'est une invasion, une menace existentielle qui va secouer le pays jusqu'à ses fondations. Le point culminant de cette guerre est la terrible bataille de Borodino, ou de la Moskova pour les Français. Et qui retrouvons-nous là-bas? Pas seulement les soldats, mais Pierre, notre Pierre, l'intellectuel, le civil, venu sur une colline pour voir, pour comprendre de ses propres yeux comment se fait l'histoire. Et ce qu'il découvre le bouleverse. Il ne voit pas de stratégie géniale, il ne voit pas de héros magnifiques, il voit un peuple, des milliers de soldats russes, simples, anonymes, qui se battent et meurent avec une sorte de courage fataliste, mus par une force qui les dépasse, un patriotisme instinctif, presque animal. Et Tolstoï utilise cette scène pour démolir le mythe du grand homme. Pour lui, ce n'est pas Napoléon qui décide de l'issue de la bataille, ni le tsar Alexandre. Ce sont des fétus de paille à la surface d'un océan. La véritable force, l'océan lui-même, c'est la somme de millions de volontés individuelles, de peur, de courage. Un mouvement de masse, aussi irrésistible et inconscient qu'une marée humaine. L'histoire, nous dit Tolstoï, n'est pas faite par les héros, elle est faite par le peuple. L'armée russe se replie. Contre toute attente, elle abandonne Moscou. Et là, un événement impensable se produit. Un événement qui stupéfiera Napoléon et l'Europe entière. Moscou brûle.
Et ce ne sont pas les Russes qui l'incendient sur ordre du tsar, ce sont les habitants eux-mêmes, en partant, qui mettent le feu à leur propre ville. C'est un acte de résistance spontané, collectif, venu des profondeurs de l'âme russe. En détruisant leur capitale, ils privent Napoléon de sa victoire, de ses quartiers d'hiver, et signent, sans le savoir, le début de la fin. Dans ce chaos apocalyptique, les âmes sont mises à nu. Natacha, qui a elle-même traversé une crise personnelle terrible qui a failli la détruire, doit fuir Moscou avec sa famille. En voyant les convois de soldats blessés qui jonchent les routes, elle explose. Elle exige que sa famille vide les chariots remplis de leurs biens précieux pour y charger les mourants. En un instant, la jeune fille insouciante et égoïste de jadis est devenue une femme. Une femme capable d'une compassion immense. La souffrance collective l'a fait grandir, l'a connectée au reste de l'humanité. L'hiver russe arrive. La grande armée, victorieuse mais piégée, entame sa retraite tragique, décimée par le froid, la faim et le harcèlement incessant des partisans russes. Dans cette débâcle, Pierre est fait prisonnier. Et c'est là, dans la captivité, qu'il va paradoxalement retrouver la liberté. Dépouillé de tout, son titre, sa richesse, ses livres, ses théories, il découvre l'essentiel. Il marche avec d'autres prisonniers, il souffre du froid, il a faim. Et il rencontre un autre prisonnier, un simple paysan soldat nommé Platon Karataev. Platon est l'incarnation de tout ce que Pierre a cherché en vain. Il n'a aucune théorie sur le sens de la vie. Il vit, simplement. Il accepte son sort avec une sérénité totale, une bonté naturelle. Il est, pour Tolstoï, l'image même de la sagesse populaire russe. Simple, rond, connecté à la terre et à Dieu, sans avoir besoin de prêtres ou de philosophes. Au contact de Platon, Pierre a une révélation. Le bonheur, ce n'est pas une quête intellectuelle, ce n'est pas un but à atteindre, c'est simplement l'absence de souffrance et la capacité à faire partie d'un tout. Il trouve enfin la paix, pas dans la richesse, mais dans le dénuement. Et après la guerre, le cercle de la vie se referme. André Bolkonski, mortellement blessé, meurt apaisé, après avoir pardonné à Natacha dans une scène d'une beauté déchirante. Et des années plus tard, Pierre et Natacha, tous deux transformés, mûris par l'épreuve, se retrouvent. Leur amour n'est plus l'élan romantique et passionné de la jeunesse. C'est l'union profonde, solide, de deux âmes qui ont souffert et qui se comprennent sans mots. Ils se marient, ils ont des enfants, et c'est là, dans le quotidien d'une famille, avec ses joies simples et ses soucis domestiques, que Tolstoï place le triomphe final. La plus grande des victoires n'est pas de gagner une bataille, c'est de réussir sa vie de famille. La vraie vie, la seule qui compte, c'est la paix. La construction patiente du foyer, la transmission de la vie, génération après génération. Alors, que retenir de ce voyage monumental? Guerre et paix est infiniment plus qu'une fresque historique. C'est une puissante et toujours actuelle méditation sur ce qui compte vraiment. Tolstoï nous souffle à l'oreille, à travers ces milliers de pages, que les grands événements qui remplissent nos livres d'histoire, les batailles, les traités, les ambitions des empereurs, ne sont que l'écume des vagues. La véritable force, l'océan puissant et profond, c'est la vie ordinaire, la somme des vies de gens ordinaires. Il nous dit que le sens de l'existence ne se trouve ni dans la gloire héroïque rêvée par un André, ni dans les grands systèmes philosophiques cherchés par un jeune Pierre. Il se trouve dans quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile.
dans la capacité à aimer, à pardonner et à construire, dans la chaleur d'un foyer, dans le rire d'un enfant. La prochaine fois que vous entendrez parler de grands tournants historiques, de décisions géopolitiques ou de stratégies de pouvoir, pensez à guerre et paix. Demandez-vous, où est la vie des gens dans tout ça? Où est la mienne? Car l'ultime message de Tolstoï, son héritage le plus précieux, est là. L'histoire, la vraie, ce n'est pas ce que les puissants nous font subir, c'est ce que nous choisissons de construire jour après jour, dans le cercle humble, mais sacré, de nos affections. C'est peut-être ça, la paix.